Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 12h45, voici le sommaire. Face à la multiplication des actes de violence à l'encontre des minorités religieuses dans le monde, les Nations Unies leur ont dédié le 22 août de chaque année. À suivre dans cette édition la situation. Et savez-vous qu'une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi? Entre tenue chic et classe, que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire le bon choix. Enfin, dans la lutte contre les changements climatiques, les infrastructures vertes apparaissent essentielles. Elles permettraient de créer une économie axée sur la croissance écologique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le phénomène est mondial et les chiffres sont glaçants. Tenez, 2/3 de la population mondiale vit aujourd'hui dans un pays où la liberté religieuse est menacée. Une violence qui va à l'encontre du droit à la liberté de religion ou de conviction prôné par les Nations Unies en ce 22 août, journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou encore de leur conviction. Au Bénin, la Constitution interdit la discrimination religieuse et garantit la liberté des pratiques religieuses. Mais qu'en est-il concrètement? On suit cet élément. Dans le monde, la liberté religieuse est aujourd'hui menacée dans un pays sur 3. Les actes de violence fondés sur la religion ou la conviction sont désormais fréquents, notamment contre les personnes appartenant à des minorités religieuses. Le nombre et l'intensité de tels incidents ne cessent de croître. Au Bénin, quand bien même le phénomène existe, le slogan de la culture de paix est présent sur toutes les lèvres. La remarque est que les chrétiens ne sont souvent pas acceptés et par ceux qui sont du Vaudou, ceux qui sont de tel bord. Il y a un rejet qu'on sent à ce niveau-là. Je leur demande d'être pacifique et d'avoir l'acceptation de son prochain pour que ensemble nous puissions faire régner la paix. Il y en a qui n'acceptent pas du tout collaborer même avec ceux qui sont d'un autre bord. Ce que je voudrais leur demander, c'est qu'ils fassent preuve de tolérance. La liberté de religion ou de conviction et le droit de liberté d'association sont des droits fondamentaux. Ils figurent dans les articles 18, 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour de nombreux citoyens, la nature de Dieu est la même, peu importe l'obédience religieuse, d'où la nécessité de s'accepter. Quelle que soit l'obédience religieuse de la personne, c'est que nous sommes obligés de cohabiter. Nous sommes obligés de cohabiter. Nous disons toujours que nous suivons Jésus, alors que Jésus-Christ est un. Et nous a dit de nous unir. Donc en principe, tous les chrétiens sont les mêmes. Nous sommes des frères. Nous ne devons pas céder à la division. Pendant les fêtes de Tabaki, de Ramadan, nous invitons tous les autres religieux, christianistes, célestes, catholiques, même les Vaudounois, à assister à notre prière. Cela veut dire que la cohabitation est parfaite. S'accepter, s'allier entre congrégations pour renforcer l'application des régimes juridiques, protégeant les individus de la discrimination fondée sur des motifs religieux devient impérieux. Et au-delà, une prise de conscience individuelle est indispensable. On change de registre. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate, surtout quand l'on est une femme? Eh bien, pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il concrètement porter pour un entretien d'embauche? Suivons ici quelques conseils d'un spécialiste en style vestimentaire. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons,
ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines. Des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Et puis, investir dans les infrastructures vertes est un moyen efficace pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les infrastructures vertes sont un ensemble d'écosystèmes naturels qui peut aider les collectivités à réduire leur empreinte carbone. Précision dans ce reportage. La Terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructure verte est un espace d'agrément couvert de végétation. Ça peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température, on a dit dans une fourchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure verte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Bénin. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces verts polygonaux, oui, par habitant, mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les 5 villes parcourues, Ouidah, Porto-Novo, Cotonou, Calavi et Sémékouji, c'est Ouidah qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Bénin est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là et ensuite on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces verts, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être.
Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Hors de nos frontières, suivons à présent le témoignage de deux habitants de Congo-Brazzaville, Sylvie et Pambou, deux agriculteurs qui ont toujours travaillé la terre, mais qui, depuis quelques années maintenant, voient leur récolte compromise. Pour cause, l'exploitation du pétrole qui rendrait leur sol beaucoup plus acide. Détail ici avec nos confrères de France 24. Dans le village de Chikanou, Pambou Rufin ne reconnaît plus ses champs. Depuis plusieurs années, les cultures pourrissent et il n'arrive même plus à récolter de quoi manger. Regardez comment les bananes tombent d'elles-mêmes avant maturité. Et dès que les bananes sortent, les arbres tombent. Nos mères nous ont élevés grâce aux travaux champêtres, mais aujourd'hui ça ne tient pas. Difficile d'avoir du manioc, des bananes et même l'eau est polluée. L'agriculture était jadis l'activité principale des habitants de la région. Aujourd'hui, beaucoup, comme Sylvie, doivent se rendre à Pointe-Noire pour s'approvisionner. Ce manioc que je viens d'acheter à Pointe-Noire, c'est pour 3 ou 4 jours et après, je suis obligée de revenir. Sinon, c'est trop dur avec les enfants. Pour l'Église catholique et une partie de la société civile, l'insécurité alimentaire à laquelle font face les communautés locales est due à l'exploitation pétrolière. Mais les multinationales comme Eni Congo n'ont jamais reconnu publiquement leurs responsabilités. On a fait une étude des sols qui prouve que ces sols sont très acides depuis qu'on a commencé avec l'exploitation pétrolière. Eni Congo a proposé de changer les boutures de manioc, mais les communautés nous disent que ça ne marche pas. Il y a toujours ce problème de pourrissement de manioc. Et donc aujourd'hui, on n'a pas les vraies solutions. Le phénomène n'est pas circonscrit. On ne comprend pas pourquoi. Dans la zone du Kwilu, là où on exploite le pétrole, il y a ces problèmes. Et là où on n'exploite pas le pétrole, il n'y a pas de problème de pourrissement de manioc. En attendant qu'une solution durable soit trouvée, Sylvie et les autres habitants prennent leur mal en patience. Les gens de la société Eni ont sacrifié notre village et nous ont mis dans la souffrance. Les champs au village sont un vrai gaspillage. Et c'est la même chose pour les boutures de tubercules. La direction générale d'Eni Congo ainsi que le ministère des Hydrocarbures n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Et puis, en nouvelle brève, au Zimbabwe, les perspectives sont au beau fixe dans l'industrie avicole. D'après le ministre des Finances, la production de volailles devrait connaître une croissance de 5% à 156 000 tonnes durant cette année après un repli en 2020. Une embellie qui s'explique par l'abondance de l'alimentation animale grâce à la bonne production de maïs et de soja. Avec le bon approvisionnement du marché intérieur, le gouvernement s'attend également à une reprise de la production de poussins d'un jour. Celle-ci avait en effet chuté de 73,4 millions à 71,4 millions d'unités en 2020, avec le déficit dans l'alimentation animale qui a fait flamber les prix et les coûts de production. Il faut rappeler que qu'au Zimbabwe, la production avicole est assurée à près de 75% par les petits exploitants. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 19h45.